Fréquence Drone, interview. En 2012, naissait la toute première réglementation drone en France. Depuis, celle-ci n'a cessé d'évoluer dans un seul but, la sécurité. Un jeune diplômé de la célèbre École supérieure des sciences et technologies de l'ingénieur, de Nancy, termine ses études, troisième de sa promotion, en 2014, en ingénierie des systèmes, maintenance et sûreté des systèmes. En 2015, il lance sa start-up au sein de l'aéroport de Nancy avec pour objectif initial, je cite, de générer des solutions pour des drones sécurisés, fiables et sans risque. Vous l'aurez compris, nous recevons aujourd'hui Ludovic Pelleté, fondateur de la société Dronavia. Bonjour Ludovic. Bonjour Thierry. Alors Ludovic, ta société a lancé sur le marché du drone le tout premier parachute 100% français. Comment en es-tu arrivé, à la sortie de tes études, à te lancer sur un marché que peu de personnes avaient vraiment alors envisagé ? Alors le lancement vraiment sur le marché du parachute et des accessoires de sécurité pour drone, il s'est fait un peu par hasard. Le but initial de Dronavia au moment où je l'ai fondé, c'était de développer un drone dédié à l'audiovisuel pour les professionnels, donc pour embarquer des capteurs un petit peu universels, on va dire des caméras ou des appareils photo qu'on trouvait sur étagère, dans le scénario S3 qui existait déjà en France en 2015. Et donc l'idée, c'était un drone de moins de 4 kg équipé d'un système de parachute que les opérateurs professionnels pourraient utiliser clé en main avec l'homologation qui va bien pour faire des missions dans tous les scénarios français. Et en fait, la petite chose rigolote, c'est qu'on a lancé le produit, alors que j'avais développé tout seul, qui était un produit abouti, ce que peut produire une personne seule. Et le produit, il est arrivé sur le marché en même temps que l'Inspire 1 de DJI. Donc, était vraiment une machine, il y avait des centaines d'ingénieurs qui avaient travaillé dessus en Chine, une machine très très aboutie avec des capteurs performants et super bien stabilisés à l'époque. Et en fait, moi, mon produit, le drone pour l'audiovisuel, le projet, il était mort dans l'œuf. Sauf que ce produit, il intégrait un système de parachute que j'avais aussi développé vraiment de A à Z. Et qui à l'époque était 100% français, mais pas 100% Dronavia. On se basait sur des toiles qui étaient fabriquées par un autre fabricant français. On maîtrisait vraiment la partie électronique, système d'éjection, etc. Et du coup, le parachute de notre drone, eh ben, c'est un peu le rejeton de notre projet mort-né qui est venu ensuite se greffer sur l'Inspire 1, parce que l'Inspire 1, c'est un produit chinois sur lequel il n'y a pas tout le nécessaire pour qu'il soit homologué pour la France, en tout cas pour les scénarios S2, S3. Il pouvait voler uniquement en S1 à l'époque. Et du coup, avec un système parachute, avec un dossier d'homologation, etc., on pouvait l'homologuer pour étendre sa conformité au scénario S3. Et c'est comme ça que je suis arrivé sur le marché du drone, et plus spécifiquement sur le marché de l'accessoire de sécurité pour drone. Et initialement, c'était avec un système parachute qui était dédié à l'Inspire 1. Le premier système était dédié à l'Inspire 1. Et on est arrivé sur un marché un petit peu morcelé, on va dire, parce qu'à l'époque, chaque revendeur développait sa solution parachute dans son coin. Donc on avait, vous les connaissez, des Drone Volt, des Studio Sport, etc., qui avaient développé dans leur coin leur système parachute ou qui avaient adapté des systèmes parachute un petit peu universels sur les drones. Et on avait beaucoup de défaillances sur les produits parce qu'il n'y avait pas une maîtrise vraiment du produit qui était complète. Et en fait, on s'est implanté sur ce marché avec plein de concurrents, mais qui au final ont adopté ce premier système parachute parce qu'il était très abouti d'un point de vue design, intégration et surtout très fiable. 2 ans plus tard, en 2017, alors que la réglementation sur les coupes-circuits est à peine en discussion, tu lances un nouveau produit qui répond à la demande de la DGAC et tu réitères par la suite avec les modules d'identification électronique en 2019. Dis-moi, tu aimes bien être en avance sur le marché, non ? Alors, oui et non. Alors c'est assez intéressant parce que en fait pour être tout à fait exact, la partie coupe-circuit elle est arrivée en 2017, mais on avait nous un concurrent qui est Flying Eye, qui est installé dans le sud et qui existe toujours, qui avait déjà développé un coupe-circuit pour l'Inspire 1. C'était pas quelque chose qui était obligatoire d'un point de vue réglementation, mais eux avaient déjà un parachute avec un système coupe-circuit. Nous, on avait une approche un petit peu différente. On avait une télécommande qui venait se greffer sur la télécommande du drone. Et en fait, le geste pour déclencher le parachute, ça se faisait avec les sticks de la radio. Et c'était le même geste que pour couper les moteurs. Donc, on avait un système de coupure des moteurs avant déclenchement du parachute, mais il n'était pas indépendant de la liaison principale entre l'opérateur et le drone. C'était vraiment le geste sur les sticks qui permettait la coupure
des moteurs du drone et on venait appuyer sur deux petits boutons pour déclencher le système parachute. Donc Flying Eye avait déjà un produit en amont de la réglementation de 2017 et moi, jusqu'à présent, alors c'est un petit peu moins vrai aujourd'hui, mais dans le développement de Dronavia, j'ai découvert la réglementation un petit peu en même temps que tout le monde. Donc la réglementation coupe-circuit, je l'ai découverte en même temps que tout le monde, et la réglementation module d'identification électronique, je l'ai découverte en même temps que tout le monde. Après, c'est plus notre réactivité et voilà, la réactivité qu'on peut avoir pour développer un produit et pour le mettre sur le marché qui nous permettent d'être parmi les premiers à proposer un produit qui répond à une nouvelle réglementation. Et pour la petite anecdote, la partie module d'identification électronique en 2019, c'est la période Covid, donc c'est le premier confinement. Et là, on ne savait pas trop où on allait. Bah, moi, j'ai pris de quoi développer de l'électronique, j'ai pris une imprimante 3D, et je me suis confiné, comme tout le monde. Et j'ai développé des modules d'identification à distance. Et c'était pas forcément prévu. C'était quelque chose que j'avais pas envisagé. Et voilà, je me suis mis ce projet sur la partie confinement Covid avec, je sentais qu'il y avait un potentiel parce que rétroactivité de la norme sur le parc de drones existant. Et donc c'est quelque chose que j'ai développé en 3 mois globalement, et puis encore quelques mois pour affiner le produit et sortir une version industrialisable. Au départ, tu étais basé sur l'aéroport de Nancy et tu as déménagé dernièrement tes locaux pour t'installer à Remiremont. Quel était le but de ce déménagement? Alors sur l'aéroport de Nancy, on était installé au sein d'un petit cluster drone, on va dire. On partageait des locaux avec le CFAD, avec une société qui fait de la prestation technique par drone, et puis ensemble, on avait eu l'idée de développer une activité plutôt loisir, drone arena. Le but, c'était de développer le drone de loisir. Donc soit faire de la formation pour du grand public, soit faire des activités pour des team building, des sorties entre jeunes, etc. Et l'idée, c'était d'avoir un parcours pour faire des courses de drones, et de manière très ludique et très facile à prendre en main. Donc voilà, on avait vraiment beaucoup d'idées ensemble et une bonne synergie. Les clients qui venaient se former avaient besoin, à un moment donné, de produits, d'équiper leurs drones ou d'acheter des drones. Donc nous, on intervenait dans ce cadre-là, et puis vice-versa, nos contacts qui voulaient acheter des drones, on les renvoyait pour se faire former au CFAD. Donc c'était intéressant, mais la problématique, c'était plus, on était distrait par les autres activités. Et donc moi, je suis originaire des Vosges, donc pas loin de Remiremont. Et l'objectif de quitter Nancy, c'était aussi de redevenir indépendant, on va dire, et de pouvoir se concentrer vraiment sur nos produits. Et en fait, le retour à Remiremont, on a continué à faire ce qu'on faisait, mais petit à petit, on a abandonné des activités, notamment ce qui était la revente de drones. C'est quelque chose qu'on ne fait plus aujourd'hui, et le but, c'était vraiment de se focaliser sur les produits que nous, on développe. Et voilà, pour ce faire, être un petit peu isolé. Alors, c'est à 1 heure de route de Nancy, on se voit toujours, hein, mais c'est d'être un petit peu plus focalisé sur ce qu'on fait aujourd'hui, puis d'être un petit peu plus proche de là où je suis originaire aussi. Je voudrais parler un peu des nouvelles catégories et scénarios qui ont été conçus en principal autour de la sécurité. Et toi, en tant qu'équipementier, tu es directement intéressé à la chose. La catégorie ouverte a été destinée plutôt aux drones représentant un faible risque, la catégorie spécifique pour les risques modérés et la future catégorie certifiée pour les risques plus élevés. Quel est ton avis sur ces nouvelles catégories et scénarios? Moi, mon avis, il est positif dans le sens où il y a plus de logique pour moi, qui suis technicien, que dans les scénarios français qui existaient jusqu'à présent. Les scénarios français, ils définissent c'est pas le risque qui est calculé et qui autorise le vol dans certaines configurations et scénarios, c'est plus, voilà, on définit des zones de vol et des limites que les machines peuvent atteindre dans ces zones de vol, que ce soit en distance, altitude, poids, équipement de sécurité, etc. Mais c'est des limites assez arbitraires, et bon, voilà. Après, il y a une notion de risque, mais on a d'abord fixé des limites arbitraires. Pour moi, les scénarios européens, c'est vraiment le risque avec des matrices de calcul de risque qui définissent ce qu'on a le droit de faire ou pas avec tel ou tel drone. Et je trouve cette approche un petit peu plus cohérente, bien que plus compliquée. Au début, les premières fois que j'ai mis le nez dans la réglementation européenne, ça me paraissait compliqué. Les catégories de drones, les catégories de vol ouvertes, etc. Et au final, on se rend compte que il va y avoir une transition qui va pas forcément être
évidente pour tout le monde. Il faut se remettre en tête ces nouvelles catégories et ces nouvelles catégories de drones et de vols. Mais pour moi, il y a une logique qui est plus intéressante que la logique des scénarios français qui existent actuellement. Ouais. Après, il faut préciser quand même que l'EASA s'est pas mal appuyé sur la réglementation française. On a quand même été pas mal pionniers, puisque depuis 2012, la réglementation existe. Ça change moins pour nous que pour d'autres pays européens. Et ça, c'est quand même bon, voilà, assez intéressant pour la filière drone française, qui est pas prête à 100%, parce que ça implique quand même des changements. Même pour nous, nos produits vont beaucoup évoluer, mais on avait un premier pied à l'étrier, et c'est une chose intéressante pour la filière drone française que la réglementation européenne soit en partie basée sur la réglementation française. Oui, c'est tout à fait vrai et c'est bien de le dire et de le répéter. Alors, la catégorie spécifique a prévu 2 scénarios, notamment le STS-01 pour les vols dits en vue du pilote et le STS-02 pour les vols dits hors vue du pilote. Toutefois, il existe un certain nombre de situations où les scénarios dits standards ne suffisent pas. Et là, les exploitants doivent réaliser des études et des analyses de risque que l'on appelle PDRA, SORA, voire LUC. Est-ce que tu as un avis en ta qualité de professionnel de la gestion du risque drone sur ce sujet et en tant qu'équipementier et des appareils que tu peux mettre à disposition de tes clients? Bah, toujours pareil, il y a un moment donné, il faut, voilà, les scénarios STS 01, 02, ils définissent des limites. Alors même si c'est basé sur le risque, bah, c'est des limites. Et à un moment donné, ces limites, bah, faut bien choisir des limites pour des scénarios standards. Et à partir d'un moment, quand on est hors contexte scénario standard, on n'a pas le choix que de passer par des demandes un petit peu plus complexes, nécessairement. Maintenant, les scénarios STS, ils couvrent quand même une bonne partie des besoins des télépilotes et des exploitants drones. Et la partie PDRA, SORA ou Lux, ça va être pour une minorité de missions. Donc c'est ça qui est quand même intéressant, c'est que il y a un large spectre qui est couvert par les scénarios STS. Et maintenant, l'exploitant qui a besoin d'aller chercher du SORA pour faire de la chose un petit peu plus spécifique, il va quand même avoir à ses dispositions des structures qui vont pouvoir l'accompagner, ce qui n'était pas forcément le cas il y a quelques années quand on lançait la réglementation drone française, etc. Aujourd'hui, c'est assez structuré. Il y a vraiment des organismes qui se sont spécialisés dans l'obtention de ces SORA. Donc, il y a un accompagnement qui est possible plus facilement, je pense, aujourd'hui qu'il y a quelques années sur ces sujets. Et globalement, il y a une logique dans tout ça, et c'est l'aspect sécurité qui est mis en avant, et des études de risque et des analyses qui vont être nécessaires pour l'obtention de ces scénarios, enfin de ces scénarios de vol un petit peu plus spécifiques. Donc c'est dans la continuité, ça me paraît logique encore une fois, mais je suis assez cartésien et technicien, donc pour moi c'est logique. Après, voilà. Alors, revenons un peu à ton cœur de métier, justement, les composants et les accessoires de sécurité pour les drones. Quels sont les nouveaux produits que tu as développés pour rendre plus sûrs nos drones ou que tu es en prévision de développer, si on peut en parler, bien évidemment? Bah, nous, globalement, on a suivi la réglementation quand même, donc on a développé des systèmes parachutes dans un premier temps, système parachute manuel. Donc dans le cadre de la réglementation française, scénario S3, c'est le télépilote qui déclenche son système de parachute. Le côté innovant de nos systèmes, c'est l'utilisation des cartouches CO2 et du gaz comprimé pour extraire l'étoile plus rapidement. Alors ça, c'est un peu une anticipation de la réglementation. C'est quelque chose qui n'était pas obligatoire avant 2017. Ça pouvait être des parachutes qui étaient simplement largués, on va dire, et ensuite la vitesse de chute du drone faisait le reste pour ouvrir la toile. Nous, aujourd'hui, on a des systèmes, et depuis le début, de toute façon, des systèmes qui sont injectés avec du gaz comprimé, et le surplus de gaz, en fait, est utilisé pour préouvrir l'étoile. Donc, on a un temps de réaction du système parachute qui est très court, qui est un petit peu à contre-courant du temps de réaction du pilote, qui peut être plus long de son côté. Donc, le pilote qui appuie manuellement sur les boutons pour déclencher le parachute, il faut qu'il ait détecté que le drone avait un problème. Quand on est à vue à 100 mètres, c'est pas toujours évident. Donc nous, là, ce qu'on a lancé récemment sur le marché, c'est des produits parachutes avec des algorithmes intelligents qui permettent de détecter les crashs, et donc en fait de déclencher le système à la place de l'opérateur. C'est beaucoup, beaucoup plus réactif, et ça va être nécessaire
dans le cadre des scénarios STS-01 pour la partie parachute, le déclenchement automatique des systèmes parachutes sera obligatoire et sera basé sur la norme américaine. Donc c'est obligatoire aux États-Unis depuis 2019. Donc ça, on avait conscience de la nécessité de développer ce type d'algorithme et la réglementation nous pousse à le faire aussi. Donc c'est des choses qui vont vraiment renforcer la sécurité des drones, la partie vraiment intelligence embarquée sur les systèmes. Donc ça, c'est pour la partie parachute. Sur la partie coupe-circuit, on va être sur des produits qui servent à neutraliser les drones. Donc là, c'est pas pour rendre forcément les drones plus sûrs, mais plutôt leur usage plus sûr. Donc dans le cadre d'un fly-away, une perte de contrôle de la machine, etc. Et encore une fois, jusqu'à présent, ce qui est obligatoire, c'est du déclenchement manuel du coupe-circuit. Donc en fait, il faut que volontairement l'opérateur il dise bon voilà, mon drone est hors de contrôle, je le neutralise. Si j'ai un parachute, je le récupère. Si j'ai pas de parachute, je le neutralise vraiment et je neutralise aussi mon investissement. Donc c'est pas toujours évident. Et là, de la même manière, en fait, on va apporter une couche d'intelligence. Donc on s'est associé avec Thales et leur système géocaching. Et le géocaching, en fait, c'est du déclenchement de coupe-circuit automatique avec un contrôle redondant de la position du drone qui permet la coupure des moteurs sur le drone si le drone venait à sortir de sa zone de vol. Donc pareil, il y a une couche d'intelligence en fait qui est ajoutée sur les systèmes. Et puis, bon, plus récemment, alors je peux pas dire que les balises d'identification rendent le drone plus sûr. Je suis un peu mitigé sur ce sujet. En tout cas, ça le sera à l'avenir quand la norme sera harmonisée au niveau européen et où vraiment toutes les machines seront obligatoirement équipées de balises et où on pourra identifier une machine pirate, entre guillemets, qui n'est pas équipée de système d'identification comme étant voilà, un problème potentiel ou voilà, ça va rendre l'espace aérien plus sûr, mais pas forcément les drones plus sûrs. Ça va rentrer dans le cadre des analyses de risque avec les temps de réaction imposés de 3 secondes, etc., je suppose. Ouais, tout à fait. Alors les temps de réaction de 3 secondes, c'est plus pour la sortie de la zone de vol. Donc au final, on va être plus sur, c'est le coupe-circuit qui est plus impacté par ce temps de réaction de 3 secondes. En fait, un temps de réaction de 3 secondes sur un système parachute, 3 secondes, c'est le temps que met un drone en chute libre pour passer de 100 mètres à 0 mètres. Donc globalement, si vous mettez 3 secondes à réagir pour déclencher un parachute, le parachute se déclenche au sol. Sur la partie coupure moteur, c'est un petit peu différent, c'est-à-dire que le drone est en fly-away, pire scénario, vent de dos, pleine vitesse, donc en gros il va voler à 80 km/h. En 3 secondes, il a le temps de parcourir un petit peu de chemin. Et c'est là qu'on a les buffers qui sont importants pour dire, bon ben voilà, moi je perds le contrôle de mon drone, je mets 3 secondes à le neutraliser. Je parcours une certaine distance qui peut être vraiment importante, qui peut aller plusieurs centaines de mètres. Et là, c'est plus la partie géocaching qui en fait anticipe tout ça et supprime complètement le temps de réaction du pilote parce que le déclenchement de la coupure est automatique et avec des calculs balistiques temps réel. Donc le géocaching, il est configuré en fait en fonction du drone, de sa taille, sa masse, sa vitesse max, sa résistance au vent, etc. Mais lui, il anticipe tout ça. Et au final, ce délai de 3 secondes, il disparaît et la taille du buffer, elle diminue énormément parce que le système géocaching garantit que le drone reste dans sa zone de vol. Donc le déclenchement de la coupure se fait avant la sortie de la zone de vol, de manière à ce que la balistique du drone en chute libre permette de maintenir le drone dans la zone de vol, et il y a même un calcul après de débris qui est effectué au sol pour dire voilà, mes débris moi s'étalent sur 20 mètres, donc en gros il y a encore un petit buffer interne au géocaching qui existe, de manière à ce que les zones de vol puissent être étendues au maximum de leur capacité. Et ce, même dans des configurations complexes où la zone de vol, ce n'est pas un bête cylindre, mais c'est un polygone complexe avec des zones à éviter, etc. Oui, tout à fait. Alors, l'EASA continue d'analyser les activités drones et prévoit de nouvelles dispositions réglementaires pour renforcer la sécurité, mais surtout aussi en ce qui concerne les futurs taxis volants qu'on appelle eVTOL. Est-ce que tu te positionnes aussi sur ce marché des eVTOL taxis volants ou pas ? Alors pour le moment, non. On a eu quelques demandes, mais on est vraiment focalisé sur les drones non habités. Après, pourquoi pas? Ça peut être une opportunité, mais on rentre dans un cadre réglementaire qui est différent du transport de personnes. Et d'un point de vue sécurité, voilà, c'est une étape supplémentaire. Ce serait une étape supplémentaire pour Dronavia, mais on n'est pas fermé voilà, à franchir la marche et puis à se diriger vers ce type de marché. On a une solution technique qui est très intéressante. Donc je voulais expliquer un petit peu sur les systèmes de parachute basés sur les cartouches de CO2 et le gaz sous pression, qui peut être assez facilement mise à l'échelle pour des modèles beaucoup plus gros. Donc on sait que techniquement, on a déjà fait quelques études, on pourrait se positionner sur ces marchés. Aujourd'hui, c'est pas une volonté qui est clairement affichée
pour Dronavia. Nous, on va avoir là une extension du marché au niveau européen. On va avoir des normes EASA qui vont finalement sortir un jour, ou des means of compliance. Vous en avez peut-être entendu parler, mais il y a un means of compliance, donc un MOC 2511 qui est sorti pour la partie coupure moteur, qui permet une mise en conformité un petit peu de manière transitoire avant que les scénarios soient complètement finalisés. On se concentre vraiment sur cette partie, nous, sur la mise à disposition de nos produits et la mise en conformité de nos produits pour le marché européen et la nouvelle réglementation, avant d'aller chercher des nouveaux marchés. D'accord. Alors, en gros, tu dis que tu es aussi en relation avec l'EASA pour développer les nouveaux accessoires de demain en matière de sécurité, c'est bien ça? On a une relation qui est assez maigre avec les ASA. On prend connaissance des textes un petit peu en même temps que tout le monde, encore une fois. On commence à avoir des liens un petit peu plus serrés avec les ASA. Donc, en gros, on va avoir des brouillons de textes qu'on peut commenter. Et on a commencé à travailler un petit peu sur la réglementation, mais c'est la réglementation drone que vous connaissez. Et en fait, tout ce qui est euh, norme pour la certification et le test des produits n'est pas complètement rédigé. On a des parties qui sont quasiment finalisées. Nous, on a mis un pied dedans en apportant un petit peu notre pierre à l'édifice, on va dire, parce qu'on est là en tant qu'expert, entre guillemets, des accessoires de sécurité. Donc, on a un retour d'expérience sur ce qu'on fait, comment on le fait, etc. On apporte un petit peu d'infos là-dessus. Après, l'EASA, elle fait voilà, une relecture des travaux sur lesquels on peut travailler, et nos contacts ils vont se limiter aujourd'hui à voilà, du rendez-vous pour faire valider un petit peu tous nos protocoles de test sur la partie conformité de nos produits et sur la partie rédaction des normes européennes. Mais on n'a pas un lien très fort avec l'EASA, comme on n'a pas un lien très fort avec la DGAC non plus. La DGAC, on connaît principalement le service qui s'occupe de l'homologation des produits. On est de temps en temps sollicité pour des études, pareil, du retour d'expérience sur nos produits, mais ça se limite à ça. Il y a un point qui me tourmente déjà depuis un certain temps, depuis que je me suis intéressé aux drones. En matière de sécurité, sur un aéronef, quel qu'il soit, il n'est pas possible de rajouter ou de modifier quoi que ce soit sans repasser par une certification. Alors, pourquoi la DSAC semble fermer les yeux sur ces points précis? Je veux parler de l'obligation, entre autres, de contrôle de la compatibilité électromagnétique, par exemple, ce qu'on appelle la fameuse CEM. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Alors, je suis plutôt d'accord sur le fait de, oui, rajouter un élément sur un drone. Effectivement, il peut y avoir des incompatibilités électromagnétiques. Après, on est sur la partie spécifique module d'identification à distance. On est sur des produits qui vont être voilà, à la marge en termes d'utilisation de la bande passante sur la transmission de données. Disons que la liaison principale entre le drone et l'opérateur va consommer beaucoup de bande passante. Une balise d'identification, aujourd'hui, c'est une trame envoyée toutes les 3 secondes, ou au pire toutes les secondes quand vous allez un petit peu plus vite. Donc, on est sur une faible utilisation de la bande passante, et au final, un risque d'incompatibilité qui est minime. Et aujourd'hui, sur les milliers de balises vendues, on n'a pas eu de retour là-dessus. C'est vrai que la DSAC ferme un petit peu les yeux. Alors, pourquoi? Je ne sais pas. Je dirais que si on devait, à chaque fois qu'un nouveau produit est mis sur le marché, un nouveau drone, etc., repasser toute la partie test électromagnétique, etc., sur l'ensemble drone plus l'accessoire qu'on vient y rajouter, euh, d'un point de vue financier, ça rajoute encore une couche de certification. Nous, on est aujourd'hui on va avoir deux appareils CEM distincts qui opèrent ensemble. Donc sur la partie parachute coupe-circuit, nous, on s'est clairement positionné sur des fréquences qui sont complètement différentes des fréquences utilisées pour le contrôle des drones, de manière à s'éviter tout problème. C'est vrai que les balises d'identification, elles sont sur les mêmes fréquences. Mais on travaille évidemment pour que il n'y ait pas d'incompatibilité en fait entre les modules. Oui, je peux comprendre l'argument financier, effectivement, mais est-ce qu'on doit regarder entre financier et sécurité? Si un jour il y avait un accident, deux éléments, même s'ils sont CEM chacun de leur côté, ne feront pas un ensemble CEM. Enfin, toi, en tant qu'ingénieur dans le domaine, tu dois le savoir plus que Ouais, ouais, tout quiconque. à fait. Tout à fait. Non, mais ça, tout à fait, tout à fait. Après, entre le vol habité et puis le drone qui opère dans son domaine de vol et qui normalement doit être utilisé dans son domaine de vol, aujourd'hui, on est sur des scénarios français qui interdisent le survol de personnes, sauf
cas spécifiques où les personnes ont donné leur autorisation. Donc le risque pour moi, il est différent et il y a peut-être aussi c'est peut-être aussi la raison du pourquoi il y a plus de tolérance en fait sur cette partie. Mais c'est vrai que deux appareils CEM ne font pas un ensemble CEM. Après, voilà, il y a une tolérance dans tous les domaines. C'est pareil dans votre voiture, etc. Tout le monde pose son smartphone avec son GPS dans sa voiture. Personne se pose la question de l'incompatibilité et potentiellement le smartphone qui va faire. Bon, voilà, c'est cas rares, C'est mais tout à fait vrai. on est un peu dans ce cas de figure où en fait, Hmm. bah, tout le monde le fait. On a des réglementations voilà, qui imposent des nouveaux systèmes et bah, surtout pour la partie balise d'identification. En fait, vu que c'est rétroactif et que ça s'applique aussi au modélisme, imaginez s'il fallait ouais, repasser des CEM pour toutes les vieilles machines avec nos balises. Bon, ça devient assez lourd. Et puis c'est pas la DSA qui a obligé l'identification à distance non plus, il faut le rappeler. Tout à fait vrai, tout à fait vrai. Il s'agit d'un problème de sûreté nationale et non pas un problème de sécurité au niveau de l'aviation civile. Donc ça, c'est tout à fait vrai. Bon, alors toujours un peu dans le même registre, on va parler de l'homologation. Hein. Tu parlais, toi, en début d'interview, d'homologation par rapport au parachute, etc. Et en fait, il s'agit plus exactement d'une attestation de conception de type et de conformité au type. Et a priori, ça n'est pas reconnu par... enfin, ça ne l'était pas, hein, parce qu'aujourd'hui, effectivement, on commence à fermer un peu les yeux sur le sujet, mais c'était pas reconnu par les constructeurs, à tel point que certains revendeurs demandaient à ce que le drone leur soit renvoyé chez eux en cas d'avarie ou de problème, avant de le retourner chez le constructeur pour une demande de garantie, car ils devaient démonter les systèmes, par exemple des parachutes ou d'autres systèmes qui avaient été rajoutés, afin de conserver la garantie du constructeur. Pourquoi? Est-ce qu'il s'agit d'un point de réglementation? Est-ce que ça ne devrait pas poser de problème? Non. Est-ce que cette homologation, pseudo-homologation, elle est vraiment reconnue? Bon, aujourd'hui, elle est clairement pas reconnue par les fabricants. En tout cas, pas par les fabricants étrangers. Le fabricant français, il va s'appuyer sur la réglementation DGAC, mais faut pas oublier que la France, c'est un marché mineur pour un géant comme DJI ou d'autres constructeurs. Mais aujourd'hui, c'est DJI qui a la main mise sur 80% du marché, en gros. Alors déjà, DJI, bah, c'est une société chinoise, donc on a essayé de faire remonter ces problématiques. Donc déjà, trouver un interlocuteur qui comprenne un petit peu les problématiques françaises. Franchement, c'est français. Jusqu'à présent, c'était français ces problématiques. C'était pas évident. Et après, voilà, eux, globalement, leur point de vue, vu du côté de DJI, ils ont des marchés, français, Allemagne, États-Unis, etc., avec un potentiel de chiffre d'affaires dans chaque marché. Et puis, de leur point de vue, bah, ils vendent autant de drones en France qu'en Espagne ou en Italie, etc. Donc, c'est qu'à un moment donné, quelqu'un fait quelque chose, donc typiquement nous, Dronavia, pour mettre en conformité leurs produits. Donc, ils ne se sont pas trop posé la question de est-ce que nos produits sont conformes, etc. Ils les mettent en conformité avec les normes européennes, évidemment, donc le marquage CE, la conformité électromagnétique, etc. Donc ça, c'est des normes qu'ils reconnaissent aujourd'hui, les normes européennes. La petite sous-norme française, c'était vraiment pas leur problème. Et c'est vrai que on a essayé de faire de la pédagogie avec DJI, mais bon, croyez-moi, c'est pas facile. Donc globalement, ce qui est ressorti, c'est voilà, un drone qui a été modifié à un moment donné dans son cycle de vie. S'il doit passer sous garantie, il doit être remis en état d'origine. C'était assez logique. Ça marche pour les systèmes de sécurité, ça va fonctionner aussi si vous intégrez une charge utile qui est différente de celle d'origine, si vous modifiez le support de nacelle, si vous intégrez, il y a pas mal d'accessoires pour drone que vous pouvez intégrer dessus, type pour faire la chasse au frelon, du démoussage, ce genre de choses. De manière logique, vous allez les démonter avant de les envoyer en SAV pour conserver la garantie du constructeur. Donc c'est un point de réglementation, la partie accessoire de sécurité, mais il n'est pas forcément reconnu par le fabricant. C'est quelque chose qui va changer avec les normes européennes. Parce que pour le coup, l'Europe, c'est un marché qui a plus de poids, hein, tout simplement, que le marché français. Et globalement, les normes européennes vont avoir plus de poids dans les choix que vont faire DJI pour le développement de leurs futurs produits. Et pourquoi pas, ils pourraient s'appuyer aussi sur nos solutions techniques pour proposer des produits en fait qui sont conforme à tel scénario sorti du carton et proposer des accessoires certifiés pour la mise en conformité pour des scénarios un petit peu plus complexes. Ce qui aujourd'hui, il y a eu des discussions, mais rien n'a abouti avec DJI, en tout cas sur ces points. Voilà, eux, ils ont des objectifs de vente, ça fonctionne.
Voilà, pour le moment, on en est là. Mais après, la réglementation européenne les intéresse forcément. On a vu pour le Mavic 3, le premier drone certifié, c'est DJI qui le propose avec un laboratoire allemand qui passe la certification, etc. Donc ils sont forcément intéressés par la réglementation européenne. La réglementation française, malheureusement, on est un peu petit. Tout à fait. Alors, je voudrais parler aussi peut-être des nouveaux produits que tu proposes, enfin qui sont en préparation chez toi. Est-ce que tu souhaites en parler ou ça te pose un... Bon, ça reste des sujets confidentiels. Mais globalement, Oui, on est bien d'accord. là, on a une grosse partie du travail qui est sur la mise en conformité de nos produits pour les scénarios européens. J'en ai parlé rapidement. Les produits ne vont pas évoluer énormément, hormis sur les parachutes avec la généralisation des algorithmes de détection de crash. La mise en conformité, par contre, l'obtention de la conformité européenne, elle va être plus cadrée. Donc là, c'est plus la DGAC qui va s'en occuper. Ça va être des laboratoires qui font de la certif CEM, etc. Et pour le coup, toute la partie test, elle est quand même beaucoup plus contraignante que un parachute pour un scénario S3, par exemple. Aujourd'hui, développer un parachute et mettre sur le marché un parachute, la DGAC vous demandera un test de parachute. Donc c'est assez peu, évidemment on en fait plus sur nos systèmes. Mettre un parachute sur le marché européen, ça va être 45 tests dans 6 scénarios différents de vol. Donc en stationnaire, en non stationnaire, en vitesse de chute maximale, etc. Enfin, c'est plus compliqué. Donc aujourd'hui, les nouveaux produits qu'on va mettre sur le marché, c'est des produits qui vont être quasiment les mêmes que ceux qu'on retrouve sur le marché français, mais adaptés au marché européen. Et après, sur du plus long terme, on a d'autres gammes de produits, mais on va rester toujours sur de l'accessoire de sécurité pour drone. Donc ça, je vous en parlerai pas trop, malheureusement, ça reste assez confidentiel à ce stade. Oui. Non, mais c'est normal. C'était une perche que je tendais comme ça. On ne sait jamais si on peut avoir une info ou un scoop. Toujours ça de prix. Bien, alors Ludovic, malheureusement, on arrive à la fin de cette interview. Est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose ou est-ce que tu as un message, par exemple, pour nos auditeurs, voire pour tes clients, hein? Oui, c'est vrai. Non, pas spécialement. J'ai pas forcément réfléchi, mais non, les sujets traités sont assez complets. C'est vrai que nous, des commentaires qu'on a souvent, on a l'impression que Dronavia est un petit peu lié aux organismes de régulation, que ce soit la DGAC, l'EASA, etc. Alors que pas tant que ça, au final, comme je dis, on découvre un petit peu la réglementation en même temps que les télépilotes, que les exploitants. Ce qui fait vraiment la force de Dronavia aujourd'hui, c'est la réactivité. C'est-à-dire qu'on est 100% indépendant sur le développement de nos produits. Donc on a un bureau d'études qui gère le développement de l'électronique, de la partie mécanique, du logiciel embarqué sur les systèmes. Et quand je parle de partie mécanique, c'est les systèmes d'éjection de toile, les interfaces des coupes-circuits et aussi la partie toile parachute. Donc on développe tout en interne et on fabrique tout en interne. Donc ça, c'est vraiment une force aujourd'hui d'avoir une grande réactivité. Et on n'a pas trop le choix parce que les volumes restent assez faibles. Ça tend à augmenter quand même, mais les volumes de drones professionnels, donc quand on entend professionnel, c'est des modèles qui valent une dizaine de milliers d'euros, voire plus, sont utilisés de manière de plus en plus fréquente, mais on n'est pas sur des volumes qui permettent une industrialisation des accessoires qui les accompagnent aujourd'hui sur le marché français. Donc nous, le maître mot de Dronavia, c'était vraiment réactivité pour adapter des produits sur étagère à la réglementation française. Et je pense qu'il va y avoir pas mal d'évolutions avec la réglementation européenne. On devrait avoir des produits un petit peu plus standards sur la partie accessoires, la partie drone aussi. Nous, notre rêve, c'est que des boîtes comme DJI s'ouvrent un petit peu aux accessoiristes. Donc, proposent des power extensions, enfin, des interfaces qui permettraient de venir plugger des briques technologiques, que ce soit du coupe-circuit, du parachute, de manière plus simple. Aujourd'hui, un drone, quand il est développé, il ne prend pas du tout en compte cette partie. Je pense que ça va changer et on devrait avoir un petit peu des coûts qui vont être un petit peu plus faciles à maîtriser de notre côté, des séries un petit peu plus importantes et au final, ça va apporter des produits, je pense, plus abordables pour les opérateurs et ça ne peut être que bénéfique pour la filière. Eh bien, écoute, je te remercie, Ludovic, de nous avoir accordé cette interview. À très vite et un très grand merci à toi, Ludovic. Merci Thierry. Une interview réalisée par Thierry Mort pour Fréquence Drone.